bonsoir. Madame la doyenne, chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir sur ce programme sicilien. Nous avons en effet donné 5 concerts analogues en Sicile, mais à effectif réduit. Et pour nous racheter de cette lacune, nous avons décidé de redonner ce concert à effectif complet cette fois-ci. L'histoire que mes amis vont vous raconter au fur et à mesure que le programme avancera, c'est l'histoire d'une collaboration, d'un échange culturel entre l'Italie et les musiciens franco-flamands, Josquin-des-Prés, Mouton, Isaac, etc. Et cet échange est dans les deux sens, bien entendu. Donc la première partie, comme le programme vous l'indique, est consacrée à l'élégie, en gros, c'est-à-dire la célébration de personnes célèbres et défuntes. La deuxième partie évoque des genres italiens ou des chansons, qui ne sont pas italiennes, mais en tous les cas des genres italiens qui sont appropriés par les franco-flamands, c'est-à-dire dans un style polyphonique très serré. Alors, vous allez avoir des commentaires historiques d'une part, musicologiques d'autre part, et vous sortirez de ce concert en sachant parfaitement ce qu'est le contrepoint, ce qu'est un soggetto cavato. Vous saurez parfaitement également ce qu'est le tétracorde descendant, parce que nous avons des gens très savants ici qui vous font des présentations détaillées au fur et à mesure. Pour ma part, je continuerai de me taire. Merci. Alors nous sommes en 1507 à Florence. En cette soirée carnaval, un char étrange pénètre sur la place de la Seigneurie, traîné par une paire de bœufs. Il porte des squelettes qui sortent de leur tombe et dégagent une odeur pestilentielle. Derrière lui défilent des pénitents, porteurs de torches, et à cheval des trompettes déguisées en squelettes. Les animaux sont faméliques et font penser aux montures de l'Apocalypse même. Quand les pénitents commencent à chanter « Nous fûmes ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes » sur les notes d'un miserere, les Florentins sont à la fois choqués et enthousiastes. Le chant de carnaval renvoie en effet de façon parodique au discours de Savonarole, ce dominicain qui, une douzaine d'années plus tôt, avant d'être brûlé vif, prédisait la fin du monde et demandait que chacun abandonne ses richesses au bûcher des vanités. Les commanditaires de la farce, tenus secrètes jusqu'au dernier moment, sont les frères Strozzi, de riches Florentins qui ont fait appel à l'artiste Piero di Cosimo pour la mise en scène macabre.
Écoutons à notre tour cet appel à la pénitence tout à fait ambigu.
Le prochain morceau sera un morceau de Josquin des Prés, Nymphe des Bois, qu'il a aussi sous-titré Déploration sur la mort de Jean Ockeghem, un maître de l'école franco-flamande, décédé en 1497. La pièce est écrite sur un poème de Jean Molinet, et le plein chant est celui du Requiem aeternam, que Josquin utilise ici en cantus firmus par la partie ténor. Le cantus firmus étant une mélodie préexistante, qui est soit religieuse, soit profane, brève en général, écrite en valeur longue, qui sert de base à la polyphonie, donc à la superposition de toutes les voix. En première partie, Josquin rend hommage au grand maître, Jean Ockeghem. Je vais essayer de tenir ma feuille droite. En seconde partie, ouh là 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 là. Merci. Donc en première partie, Josquin rend hommage au grand maître, donc Jean Ockeghem, pour rappel. En seconde, le cantus firmus disparaît et la pièce se fait plus harmonique. Et en conclusion est reprise la demande Requiescat in pace. Enfin, une petite particularité de ce chant, et que Dominique va nous permettre d'illustrer, c'est que Josquin transpose le motif grégorien du Requiem, qui est initialement dans le mode de Fa, on appelle aussi le mode phrygien. Il prend ce motif. Ah, c'est le contraire, pardon, c'est le contraire. On me dit dans la caméra que c'est le contraire. Donc Josquin transpose le motif grégorien du Requiem, qui est initialement en Mi, en Fa, et il le transpose en Mi. Voilà. Donc, parce que Josquin avait une affection particulière pour ce mode, le mode de Mi, donc le mode phrygien, qui est le mode de la déploration. Donc, Dominique, chante-nous le mode lydien. La phrase normale. Requiem aeternam. Et Josquin des Prés en fait Requiem aeternam. Merci pour ta collaboration.
Anne de Bretagne mourut à Blois en 1514. Cette duchesse de Bretagne, très cultivée, devenue reine de France par son mariage avec Charles VIII en 1491, puis avec Louis XII en 1499, a permis l'acquisition pacifique de la Bretagne par la couronne de France. En 1514, sa fille Claude de France se fiance avec François d'Angoulême, alors qu'Anne rêvait d'une alliance avec un prince impérial. La pilule est amère. Les obsèques d'Anne de Bretagne durèrent 60 jours. Au château de Blois a d'abord lieu l'autopsie et l'embaumement du corps avant une veillée dans la chapelle ardente. Le cortège qui emporte le corps à Paris est ironiquement conduit par François d'Angoulême. Il passe par Orléans et Étampes avant d'entrer dans la capitale par la porte de Saint-Jacques. La ville est repavée, pavoisée, et le cortège est luxueux. Le chariot de deuil mené par deux Haquenets et l'effigie de la défunte, réalisée par le peintre Jean Péréal, sont accompagnés par des archers, les ordres mendiants, les représentants du clergé, du Parlement, des échevins et de l'université, puis de la famille royale en habit de deuil. À Notre-Dame, où est installée une nouvelle chapelle ardente, des vigiles et des messes sont chantés par les chantres du roi, Jean Mouton, Antoine de Févin, Josquin. Pendant ce temps, le cœur de la reine, embaumé, est envoyé à Nantes. Après le temps d'exposition du corps et de l'effigie à Notre-Dame, qui permet à des dizaines de milliers de Parisiens de rendre les honneurs à une reine très aimée, le cortège repart vers la basilique Saint-Denis, dernier repos des monarques de France. Le tombeau de Louis XII et de son épouse est l'un des plus beaux que l'on puisse admirer aujourd'hui. La pièce que vous allez entendre, Qui stabilit oculis, de Costanzo Festa, est sa première composition connue. Elle a été écrite pour les funérailles en 1514. L'écriture musicale suit le texte de façon très précise. On note l'utilisation de figuralisme, comme le contrepoint, les silences dramatiques lorsqu'il est question du tragique de la mort de cette reine. On note par exemple sur Heu Nobis le contrepoint et l'imitation resserrée entre les voix. Évidemment, il convient de mentionner l'utilisation du mode phrygien, le mode caractéristique de la lamentation et de la douleur, puisqu'il s'agit encore une fois de funérailles. La troisième partie commence sur le motif de plein chant Teste David cum Sibylla, qui est un des vers, si l'on veut, du Requiem, vous le connaissez sans doute, c'est La, Do, Ré, 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 Do, Mi, Fa, Mi, Ré. Donc, ce motet, il faut savoir qu'il a été repris en 1519 à l'occasion des funérailles de Maximilien Ier du Saint-Empire, c'est-à-dire le prince qu'Anne de Bretagne avait souhaité épouser et auquel François Ier s'était opposé. Pardon, François XII. Louis XII. Pareil. La pièce que vous allez entendre par la suite, Quis dabit capiti meo aquam, qui donnera de l'eau pour nos têtes, c'est une élégie écrite pour les funérailles de Laurent le Magnifique, Laurent de Médicis. Le compositeur Heinrich Isaac est à son service et il collabore à l'occasion de cette pièce avec l'humaniste et poète très en vue à la cour, Ange Policien. Ange Policien mourra en 1494, il ne survivra pas son maître de longtemps. On note que la deuxième partie est composée, la basse de la deuxième partie suit le tétracorde descendant, La, Sol, Fa, Mi, Ré, et remonte ensuite à la quinte. Si vous êtes observateur, vous entendrez cette descente systématique. Le tétracorde est un procédé musical extrêmement utilisé, notamment dans les pièces de lamentation, puisqu'il représente l'inexorable décès qui nous attend tous un jour. Ça va, j'ai bien détendu l'ambiance? Et enfin, la pièce que vous entendrez ensuite est de nouveau une pièce de festa composée sur le psaume Superflumina Babylonis. Ce psaume, le 137e de la Bible, est le seul à évoquer l'exil des Juifs à Babylone après la prise de Jérusalem. Ce psaume a été traduit dans de nombreuses langues.
Il a été adapté à toutes les époques. Les amateurs de séries l'auront peut-être entendu dans Mad Men. Quelqu'un ? Il fera notamment l'objet d'un concert le 12 février prochain, à bon entendeur. En attendant, profitez bien de la musique.
Bonsoir. Je suis chargé de vous présenter donc les premiers instruments là, à droite de la scène, c'est-à-dire les instruments à hanches doubles. L'anche, c'est le petit bout de roseau, sifflé si vous voulez, sur lequel est inscrit l'instrument, et amplifie un peu la sonorité, qui le rend juste, j'espère. Alors, ça s'appelle des bassons, ces instruments un peu étranges là. On en a 4, 3 ou 4, je ne sais plus. En tout cas, ça c'est l'alto, qui joue la partie d'alto. Marine joue le ténor, c'est comme une famille, hein, comme un quatuor à cordes. Et Philippe joue la basse, c'est l'instrument roi, la basse, pour les anges doubles. Mais il manque le dessus d'anche, de basson. On n'en a pas ce soir, mais c'est remplacé par un instrument un peu particulier qui s'appelle le bassanello, du nom de Bassanello, compositeur célèbre du VIe siècle. Il construit ce genre d'instrument, ange double toujours, et qui permet de jouer le dessus. À qui je parle? Aux embouchures. Aux embouchures. Voici donc le cornet à bouquin. C'est celui-ci. Alors, il ne s'agit pas du bouquin du livre, évidemment. Il s'agit de la boca, c'est l'embouchure. Donc, ce cornet a une embouchure occultée. Celui-ci est appelé le cornet muet, parce qu'il n'a pas d'embouchure. Voilà. Et puis viennent les trombones, qu'on appelle le trombone renaissance, ou qu'on appelle également la sac-goutte, qui, comme l'a expliqué Olivier, est composé de 3 parties également. Il y a l'embouchure, que va vous montrer Marc, le papillon, qui permet de donner un joli son, j'espère aussi. Et puis la particularité, c'est la coulisse. Donc effectivement, on peut allonger la longueur de l'instrument en actionnant cette coulisse. Et plus la coulisse est longue, plus la note est grave. Et ça nous permet d'avoir tout un tas de notes. Saké, goûté. Et voilà. Comme pour les anges, nous avons une famille de sac-gouttes. Sur scène, il y en a 2. Il y a la sac-goutte alto, qui permet de jouer partie aiguë, la sac-goutte ténor, et puis un instrument plus long, plus gros qu'on n'a pas ici, la sac-goutte basse. Là, je vous ai présenté un instrument qui s'appelle le serpent. Donc, il a la forme de serpent. Donc, c'est 2 demi-coquilles qui sont assemblées avec 6 trous. Donc, souvent on dit que c'est le cornet à bouquin basse de mon collègue. Moi, c'est forcément plus gros. Ça reste un instrument d'église, inventé à peu près en 1590, mais en fait, finalement, on ne sait pas trop d'où ça vient à l'origine quand même. Le premier joueur dans les écrits, c'est 1602, c'est un joueur à Avignon. Donc apparemment il était payé pour jouer du serpent. Et le premier écrit avec les premiers dessins, c'est l'harmonie universelle de Marin Mersenne en 1637. C'est la première fois qu'on voit le serpent avec les caractéristiques exactes et sa taille sur un écrit. Donc maintenant qu'on reproduit, alors moi c'est une version moderne en fibre de carbone. C'est à peu près le même son que l'original. Voilà. Voilà le parent pauvre de la soirée, la viole de gambe. Celle-ci, c'est une viole Renaissance, copie d'un instrument qui est en Angleterre. Elle a donc 6 cordes. Il y a aussi des violes ultérieures avec 7 cordes. Voilà, et elle est très belle. Dans les 3 prochaines pièces, nous allons retrouver Josquin des Prés, qui est mort il y a tout juste 501 ans. Je vais laisser vivre le roi pour l'instant, mais je reviendrai. Scaramella et El Grillo sont tous les deux des frottole. Frottole, c'est ça? Frottole. Bon, je ne parle pas italien. Ce terme désigne une courte chanson populaire et lyrique, profane, à 3 ou 4 voix. C'était la forme la plus populaire en Italie à la fin du XVe siècle et du début du XVIe. Scaramella, publié en 1501, parle d'un soldat va-t-en-guerre. C'était un véritable tube à l'époque, tellement connu que le compositeur flamand Jacob Obrecht l'a pris comme thème d'une messe appelée la Missa Scaramella. Ça nous surprend un peu aujourd'hui, mais
ça se faisait à l'époque. El Grillo, de 1505, est la frottola la plus célèbre de Josquin. Généralement, on considère que le grillo, qui signifie criquet en italien, se réfère à Jérôme Savonarola, frère dominicain italien qui fut brûlé vif, grillé, à Florence en mai 1498. C'est d'ailleurs ce que nous avons mis dans le programme. Mais, il est aussi, pardon, j'ai perdu la passe. Il est plus probable que ce soit un hommage à un chanteur nommé Carlo Grillo que Josquin a connu à la cour des Sforza. Il est aussi possible que Josquin ait caché son propre nom dans la musique en appliquant un procédé appelé la gématrie, qui assigne une valeur numérique à chaque lettre de l'alphabet. Ainsi, le nombre de notes dans différentes parties de la chanson signifierait à un endroit des près et à un autre Josquin. De toute façon, la musique imite le cri du grillon par l'accélération du débit vocal et les réponses de la 2, alors que le texte humoristique compare le talent musical de l'oiseau, peut-être Josquin lui-même, et du grillon. Revenons à Vive le roi. C'est une fanfare en 4 voix en l'honneur du roi Louis XII. Ici, 3 parties sont écrites en canon à la quinte ou à la carte, tandis que le cantus firmus du ténor utilise le procédé soggetto cavato. Ah, Pierre vous a dit que vous allez comprendre ce que c'était. Alors, en partant d'un mot ou d'un nom, chaque voyelle ou syllabe du mot correspond à une note. C'est un peu comme chaque touche de notre téléphone correspond à une note. Rappelons que la gamme do, ré, mi, fa, sol se dit aussi ut, ré, mi, fa, sol, que la lettre U de ut peut également s'écrire avec un V, et que les lettres Y et I sont interchangeables. Ainsi, les notes ut, mi, ut, ré, sol, mi écrivent V, I, V, E, R, O, I ou Y. Denis, est-ce que tu peux nous jouer le cantus firmus? Ut, mi, ut, ré, sol, mi, vive, roi. On peut faire ça avec chacun de vos prénoms, si vous voulez. Par exemple, si je prends l'exemple de Clara, c'est un prénom tout à fait charmant. Clara, ça va donner fa, fa. Voilà. Mais c'est pareil pour Andrea.
Jean Mouton est considéré après Josquin des Prés comme le compositeur français le plus prolixe et le plus respecté de son temps. Honoré par le pape Léon X, il a été publié par les imprimeurs de Venise, Rome, Lyon et Paris jusqu'à la fin du XVIe siècle. Il a exercé une grande influence sur ses contemporains et ses successeurs, en particulier sur un de ses élèves, le grand maître Adrian Villaert, qui fut à l'origine de la grande école vénitienne où devaient briller plus tard les Gabrieli, Anton et Giovanni, oncle et le neveu, et le grand Claudio Monteverdi. Dans le motet Neciens Mater, chaque voix du second chœur est traitée en canon avec chaque voix du premier chœur, sans la moindre lourdeur et le moindre choc harmonique. Afin d'aérer le matériau sonore, Mouton a pris soin de ménager de nombreux silences au sein de toutes les voix. Seule la toute fin superpose les 8 voix en une conclusion généreuse et apaisée. Comment ne pas penser au symbole du premier chœur enfantant et allaitant le deuxième chœur? Thank you.
Mille regrets, aussi surnommée la chanson de l'empereur, était la chanson préférée de Charles V, empereur du Saint-Empire romain germanique et roi d'Espagne. Il avait sans doute entendu cette chanson dans son enfance, à la cour de sa tante à Mali. Elle a été écrite dans le mode phrygien, encore, aussi appelé mode de mi. Nous l'entendrons sous 3 formes. La chanson à 4 voix, attribuée à Josquin, la pavane de Solato, imprimée plus tard à Anvers en 1552, et le kyrie de la messe de Cristóbal de Morales, où la mélodie de la chanson sert de paragraphe à tous les mouvements de la messe. Celle-ci fut probablement chantée lors de la visite de l'empereur au pape Paul III en 1536. Morales, qui était un compatriote de l'empereur, chantait dans le chœur de la chapelle Sixtine dès 1535.